Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Je suis Nicolas Mann, chargé de mission au Centre de ressources Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine. Je vais juste vous donner quelques recommandations techniques. Vous avez les micros coupés, vous ne pouvez normalement pas intervenir. En revanche, vous pouvez poser des questions par chat sur le côté droit. Et vous pouvez également voter et poser des questions, et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes sur le côté. On sélectionnera à l'issue du webinaire quelques questions à poser à nos invités. Je vais laisser Monsieur Patrick Martinez, directeur régional de la Banque des Territoires, ouvrir cette séance. Et nous allons poursuivre avec Madame Martine Pinville, conseillère régionale, et Alexandre Patrou, adjoint au SGAR, avant de passer à nos deux témoins, nos deux maires que nous accueillons aujourd'hui, Monsieur Gilbert Chabot, maire de Saint-Pierre-de-Frugy, et Monsieur Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille. Bien, bonjour. Bonjour Madame la conseillère régionale. Bonjour Monsieur l'adjoint Osgar. Mesdames et messieurs, une séance intéressante parce qu'elle nous remet dans un contexte qui nécessite de notre part une forte mobilisation et une forte organisation collective pour pouvoir répondre aux préoccupations des élus qui aujourd'hui sont en contact avec nous dans le cadre de ce travail de communication. Faire en sorte que les territoires puissent non seulement travailler leur capacité de résilience à une crise qui est longue et qui les traverse à travers plusieurs épisodes, mais également leur redonner les moyens de pouvoir redémarrer une séquence positive et de long terme. Voilà les enjeux, je dirais, du débat que nous aurons probablement aujourd'hui. En ce qui concerne la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, nos missions sont celles d'appuyer les élus dans la mise en œuvre de leurs projets. Alors, à tous les échelons, et en relation avec l'État, avec qui nous sommes en contractualisation, à tous les échelons, c'est-à-dire au niveau de l'organisation régionale, puisqu'il revient à la région d'organiser le schéma régional de développement et d'aménagement du territoire qui effectivement prend en compte un certain nombre de problématiques dans la question des centres-bourgs. Côté de l'État, qui a lancé des programmes nationaux comme Action Cœur de Ville, comme maintenant Petite Ville de demain, et j'intègre également la question des problématiques immobilières d'entreprise pour tout ce qui est territoire d'industrie. Nous, notre rôle, c'est à travers trois actions qui sont totalement complémentaires, c'est-à-dire le soutien à l'ingénierie, établir un diagnostic, faire en sorte de définir l'ensemble des problématiques de départ et pouvoir créer les éléments d'une solution à travers des études qui permettent de savoir vers quoi on peut aller et donner l'occasion aux élus de faire des choix. Et je reviendrai sur la question des choix parce que sans les choix, nul destin n'est possible. Il faut savoir prendre des risques et y aller. Donc de l'ingénierie, donc avec des modalités d'intervention de 50% de financement de l'ensemble des études portées, du prêt et de l'investissement réalisé pour les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre des programmes que je viens d'évoquer. Donc, ce qui veut dire que nous avons déterminé un certain nombre de leviers financiers pour pouvoir accompagner, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que pour que ça puisse se faire, encore faut-il qu'à partir de l'analyse de situation et des solutions possibles, on prenne des options. Et moi, aujourd'hui, je suis dans le temps de la transformation. Je suis dans le temps de la transformation, ça veut dire que la BDT en Nouvelle-Aquitaine a financé 50% des à peu près 8 millions d'euros d'études faites sur Action Cœur de Ville, s'apprête à financer à côté de l'État et de la région de l'ingénierie pour Centre-Bourg, Petite Ville de demain. Donc on va effectivement dans les différentes échéances identifier ce qu'il faut faire et ensuite il faut y aller. Et c'est plus que jamais le temps d'y aller parce que non seulement les habitants de ces territoires souhaitent que les choses changent, mais c'est parce qu'aussi on y a intérêt dans un contexte économique qui a été rendu encore plus difficile par la crise Covid. Donc voilà, notre rôle, c'est non seulement
d'être facilitateur, d'être soutien. C'est aussi, je le dis souvent aux différents élus que je rencontre, la capacité à appuyer la gouvernance et la mise en œuvre des projets, c'est soutenir la volonté de faire changer les choses. Et ça, c'est pas dans les manuels, c'est pas dans les dispositifs, c'est de l'humain. C'est encourager des équipes à prendre leurs responsabilités en les soutenant et en permettant qu'elles réussissent leurs projets. Je passe la parole à Madame Pavil. Merci beaucoup de ces quelques éléments et précisions, mais qui sont importantes de la part de la Banque des territoires ou de la Caisse des dépôts, comme on peut aussi le dire. Donc, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, depuis 3 ans maintenant, depuis donc plusieurs années, nous travaillons, fort d'un constat, sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, notamment sur les plus petites structures. Il y a effectivement les actions cœur de ville qui ont été mises en place, mais on a pu constater en termes d'aménagement du territoire, sur nos territoires, combien il y avait des besoins de revitalisation, de redynamisation de ces centres-villes, centres-bourgs. C'est comme ça que nous avons travaillé en partenariat, bien évidemment, avec la Banque des territoires, avec l'État. Comment accompagner et comment mieux aider les maires, ceux qui sont j'allais dire, les vrais porteurs de projets, les maires, les collectivités, comment mieux les accompagner au travers de leur politique sur leur projet. Et c'est tout le sens de ce partenariat, de cette volonté que nous avons et de cette revitalisation des centres-villes, centres-bourgs. Donc on le fait bien évidemment avec des moyens humains que l'on déploie sur le territoire pour travailler ces projets, puisqu'il faut, et je le rappelle, il est intéressant d'avoir une vision globale de sa commune, de sa communauté de communes, en lien quelquefois avec chaque commune de sa communauté de communes, avoir une vision globale en termes d'habitat, en termes de mobilité. C'est souvent les commerces ou les rideaux baissés qui font réagir, mais l'intérêt est d'accompagner les maires ou les présidents de PCI pour avoir cette vision globale et ensuite travailler, j'allais dire, au phasage, au financement, et donc avoir un véritable aménagement du territoire. Et puis, on peut le trouver ici, je crois, à PQNA, politique pays et quartier pardon, de Nouvelle-Aquitaine, qui est un vrai centre de ressources auquel on peut échanger et faire du partage d'expérience. C'est aussi ça l'enjeu, et notamment l'enjeu de ce matin. Je vous passe la parole. Merci Madame le Ministre. Monsieur le Directeur régional, merci aussi pour votre accueil. Je remercie PQNA d'avoir organisé cette réunion qui cible donc essentiellement les élus, Mesdames et Messieurs les maires. Effectivement, la revitalisation des territoires, des centres-bourgs et des centres-villes, c'est un sujet extrêmement important. Alors pourquoi c'est important, notamment pour les services de l'État, mais pas uniquement? Parce que ça constitue l'ossature des territoires. C'est vrai que les petites villes, en complément des villes moyennes, en complément des grandes agglomérations, tout cela constitue l'ossature de nos territoires. Et les centres-villes et centres-bourgs, à l'échelle même d'une commune, c'est aussi ce qui tient la commune. Ça tient le territoire intercommunal, un territoire départemental, un territoire régional, mais ça tient, je dirais, l'essence même, la tenue même d'un territoire à l'échelle d'une commune. Donc c'est essentiel pour la cohésion des territoires, et je ne parle même pas d'ailleurs de la gestion économe de l'espace, mais ne serait-ce que pour la cohésion sociale, bien tenir son territoire, bien tenir, je dirais, la revitalisation de son centre-bourg et de son centre-ville, c'est extrêmement important. Et l'actualité, on le sent bien, monte sur ce sujet. Les enjeux deviennent vraiment grandissants. Il y a eu le Covid, bien entendu, qui montre qu'on a besoin d'espace. Mais au-delà même de ce contexte-là, eh bien, on sent bien que la revitalisation de nos centres-villes, de nos centres-bourgs reste un enjeu qui reste extrêmement important. Alors bien entendu, les services de l'État, en lien avec tous les autres services, n'ont pas attendu aujourd'hui pour avancer sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été lancés. Alors je rappelle simplement que déjà un peu après les années 2010, le CGT avait commencé à travailler.
par des expérimentations concernant cette notion-là de revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Je rappelle aussi les contrats de ruralité. Là aussi, la revitalisation des centres-bourgs sont un sujet essentiel pour les contrats de ruralité que, mesdames et messieurs les maires, vous connaissez bien. Et puis aujourd'hui, pour ne pas dire jeudi dernier, eh bien, le gouvernement a lancé le programme Petite Ville de demain. Alors, ça montre bien que l'État, en lien avec tous les services, eh bien, sont conscients de ces sujets-là. C'est devenu une priorité du gouvernement et donc non seulement de l'État, mais pleinement du Conseil régional, de la Banque des territoires, bien entendu, que de travailler sur ces sujets. Alors, évidemment, pour nombre d'entre vous, mesdames et messieurs les maires, avec tous les partenaires qui entourent les maires, eh bien, les élections récentes ont marqué un nouveau départ d'une certaine manière, notamment pour des élus qui sont nouvellement élus. Et c'est donc l'occasion d'attacher du prix à ces sujets-là, parce que développer un projet permettant la revitalisation d'un centre-bourg et d'un centre-ville, c'est un véritable projet politique, un projet de territoire. C'est développer une stratégie et ce n'est pas qu'une question de moyens, bien entendu. Il s'agit, même si on sait bien que les moyens sont devenus considérables avec le plan de relance, les milliards tombent d'une certaine manière, mais au-delà de ces budgets qui sont conséquents, il faut quand même porter ces projets, monter des dossiers, donc développer une stratégie, un projet. Et un projet politique, c'est éminemment l'affaire de son premier concerné, c'est-à-dire vous, mesdames et messieurs les maires à qui on s'adresse notamment aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est vraiment développer un projet et déjà avoir un premier regard sur son territoire, établir un diagnostic, Madame le ministre le disait tout à l'heure, déjà établir un diagnostic, avoir une vue sur les différentes composantes que font la ville, le logement, les politiques du logement, les commerces, comment est-ce que ça fonctionne, comment éventuellement ça dysfonctionne, dans quel état sont les équipements, dans quel état sont les espaces publics. Et tout cela fait et le diagnostic et devra faire plus tard, on l'espère, un projet de territoire à l'échelle de votre commune, voire à une échelle un petit peu plus vaste. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette thématique qui est très importante. Et donc aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de cette réunion, et je remercie encore PQNA, c'est l'occasion d'entendre des retours d'expérience d'un certain nombre d'élus qui pourront faire part justement de bonnes pratiques pour en faire profiter les uns les autres. Donc je vous remercie. Très bien, merci Monsieur Patrou, Madame Pinville et Monsieur Martinez pour cette ouverture, ces propos et ces informations introductives. Je vais prendre quelques minutes peut-être pour parler de PQNA, du centre de ressources, avant de passer au témoignage. Aussi pour vous dire quelques informations sur ce cycle de webinaire qui a vocation à favoriser le partage d'expériences entre les responsables locaux et plus particulièrement entre les élus, donc un peu sous un format les élus parlent aux élus, avec aussi l'objectif de faire naître un petit peu un réseau régional sur la thématique de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Je voulais aussi prendre un instant pour rappeler ce qu'est PQNA, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Certains d'entre vous connaissent déjà la structure, d'autres peut-être la découvrent à travers ce webinaire. Nous sommes un centre de ressources publiques sur le développement territorial. Nous travaillons sur une variété de sujets, dont sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et nous apportons de la ressource sous diverses formes, à travers de la mise en réseau d'acteurs, à travers de la capitalisation d'expériences. Nous favorisons le partage d'expériences entre les acteurs des collectivités, et nous proposons aussi certains dossiers un peu plus analytiques. Habituellement, on organise ce type d'événements en présentiel. On va dire que les conditions sanitaires nous ont invités à trouver d'autres modes de faire et à innover un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce premier webinaire à distance. C'est un format qui a l'air aussi de convenir dans une certaine manière. Je vois que vous êtes 150 connectés, dont une moitié d'élus et une grosse quarantaine de maires. Avant de passer au témoignage, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez poser des questions à nos invités par chat sur le côté droit et que vous pouvez voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Parce que ces questions seront après sélectionnées, on pourra les leur adresser en fin de séance. Aujourd'hui, pour cette première édition du cycle de webinaire dédié à la revitalisation, nous allons nous poser un certain nombre de questions à travers les témoignages de M. Gilbert Chabot et de M. Jacques Bréat.
parmi lesquels, qu'est-ce qui fait centralité? Qu'est-ce que c'est que la revitalisation? Quand on parle de projet global, de quoi parle-t-on? Comment est-ce qu'on mène ce fameux projet global dont on entend parler? Et ce sera aussi le moment de comprendre un petit peu mieux quels sont les différents acteurs à solliciter, à mobiliser et les différents leviers à disposition pour les maires et les élus. Pendant que nos prochains invités s'installent, nos témoins, je vous propose de découvrir une fiction apprenante que nous avons fait réaliser sur cette thématique. Ça prend juste 3 minutes et ça va nous permettre d'effectuer ce changement de salle. À tout de suite. Lui, c'est Philippe, le maire de Saint-Castol. Le manque de vitalité de son centre-bourg le préoccupe. Et lui, c'est la mascotte du village. Le pigeon toujours perché sur le toit du clocher. Notre centre-bourg a bien triste mine avec ses commerces fermés, son patrimoine à l'abandon et ses logements vétustes. Je veux donner envie aux habitants de la commune et du territoire de vivre ici et d'y venir. Mais comment m'y prendre? Il y a tant à faire. Allez, viens, changeons d'horizon et allons à la rencontre des habitants. Bonjour Claudette. Bonjour, monsieur le maire. Vous qui habitez ici depuis longtemps, qu'est-ce qui vous manque le plus dans le centre-ville? Moi, j'aimerais pouvoir faire mes courses à pied. Je ne conduis plus et quand j'ai besoin de quelque chose, je dois me faire conduire à l'hypermarché en dehors de la ville. Oh, c'est pareil quand j'ai rendez-vous chez le médecin. Et vous les Martins, pourquoi n'habitez-vous pas dans le bourg? Quand nous sommes arrivés à Saint-Castol, nous avons cherché une maison avec un jardin et une chambre pour chaque enfant. C'était impossible de trouver ça en centre-ville, à des prix abordables et en bon état. On cherche aussi à être à côté de l'école avec des activités pour les petits. En plus, on aimerait travailler à proximité de chez nous. Et vous, Ludovic, de quoi avez-vous besoin en centre-ville? Moi, perso, j'aurais préféré un studio fonctionnel et pas trop cher. Le temps de ma formation en alternance, ce serait cool aussi d'avoir des activités culturelles et un bar qui bouge dans le centre. Et oui, il faut bien penser aux besoins de tous. Chacun doit pouvoir avoir son petit douillet, accéder à certains commerces et services à proximité et se divertir. Un centre-ville, c'est aussi important pour les gens qui vivent à l'extérieur de la commune, dans les hameaux et les autres villages. Si tu veux faire migrer du monde dans le centre, il va falloir aussi repenser les projets d'extension en périphérie et penser à l'échelle de tout le territoire. Tu as raison. Allons voir les collègues de la Comcom. On n'y arrivera pas tout seul. Qui sont vraiment les habitants du territoire? Qui voulons-nous attirer? Quel est l'état de l'habitat? Le taux de vacances? Quels sont les commerces dans le centre-ville et en périphérie? Quelles animations culturelles voulons-nous soutenir? Quels sont les services disponibles, ceux dont nous avons besoin? Nous sommes voisins, mais nous faisons partie du même territoire. Ces problématiques sont aussi les nôtres. Il faut agir ensemble et de façon cohérente. Mais c'est très compliqué. Ça touche à tellement de sujets différents comme l'habitat, le commerce. Et aussi le patrimoine. Et les services et mobilité. Nous devons travailler avec l'EPF, l'ANA, la région, les consulaires, le département, les entreprises locales, les habitants et les usagers du centre-bourg. C'est un sacré défi. Vous avez raison, nous avons besoin de professionnels pour nous accompagner. Plusieurs institutions et collectivités financent des études, cofinancent des postes d'ingénierie ou mettent la leur à disposition. La région, l'État, la Banque des territoires, les départements, les pays et d'autres encore. Nous allons avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à mobiliser l'ensemble de ces partenaires et à animer la démarche dans la durée. Cela nous permettra aussi d'y voir plus clair et d'aller dans le même sens. Si tout le monde est mobilisé, nous pourrons plus facilement et plus rapidement avoir des résultats. Nous voilà de retour dans le petit studio, bricolé pour l'occasion. Je suis donc en présence de Colline Baboudou, ma collègue chargée de mission à Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine également, et avec Monsieur Gilbert Chabot, maire de Saint-Pierre-de-Frugy. Colline, je te laisse poursuivre. Donc Saint-Pierre-de-Frugy, c'est un petit village de 450 habitants situé en Dordogne, à la frontière avec la Haute-Vienne.
C'est un village qui a su redynamiser son bourg, notamment en s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement et qui était destinée à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Donc, Monsieur Gilbert Chabot, pour commencer, pouvez-vous nous faire une rapide photographie de Saint-Pierre en 2 minutes quand vous avez été élu? D'abord, je précise que je n'avais été jamais élu ni fait partie d'aucune équipe municipale. Donc, c'est une commune rurale qui faisait à l'époque 360 habitants. C'est la plus haute commune de Dordogne. Le point culminant est à 498 mètres. Boisé à 45%. Tête de bassin pour 3 petites rivières, la Dronne, l'Isle et le Périgord. Rural, je veux dire agricole. Il y a 2 gros agriculteurs et des agriculteurs par contre bio et du bois. Et le travail du bois en ce qui concerne, voilà. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de présenter mon truc comme ça, donc je prends. La mairie était un local de 15 mètres carrés avec un digiaphone. Je vous fais l'état des lieux, hein, voilà. Un petit patrimoine qui est existant mais non mis en valeur. 2 agents polyvalents, une secrétaire à mi-temps et une population vieillissante. Voilà à peu près globalement l'état. Voilà. Merci. Et de quoi vous êtes parti pour redynamiser ce centre-bourg et ce village? Alors d'abord, lorsqu'on arrive du milieu du travail, qu'on arrive dans une mairie où il ne se passe rien, en fait, il n'y avait pas de circulation dans le village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de commerce, rien. Donc, pas une voiture de la journée, peut-être la mienne, c'est tout, et puis celle d'un secrétaire. On commence à se poser des questions. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Donc, on a fait un diagnostic, le diagnostic a été vite fait de l'état de notre commune. Et par exemple, un diagnostic pour savoir faire un état des lieux, disons le petit patrimoine. On a fait l'inventaire du petit patrimoine et l'état de la nature, c'est-à-dire les milieux, et la faune et la flore. Et à partir de là, le diagnostic a été vite fait. On n'avait qu'une richesse, c'était la nature. Donc, on a décidé de travailler sur l'embellissement de la commune et rendre le cadre plus agréable, disons, le cadre de vie beaucoup plus agréable. Donc, on a commencé à restaurer le petit patrimoine et en même temps de travailler sur la gestion écologique du territoire, c'est-à-dire on a arrêté tous les intrants, que ce soit le pesticide, l'herbicide, le sel, puisqu'on salait, puisqu'on est la commune la plus haute, on avait un peu de neige, donc on salait à l'époque, nous on a sablé. Gestion raisonnée, dès 2010, on a fait la tonte raisonnée des routes. On a installé des nichoirs, des hôtels à insectes, un rucher pédagogique pour montrer le rôle des pollinisateurs sur le territoire, des actions. Je crois qu'au niveau de la gestion écologique, c'était ça. Mais en même temps, on a restauré donc, le petit patrimoine, les croix, les lavoirs, l'église, une chapelle. On a eu le prix national de restauration de chapelle, d'ailleurs, à ce sujet. Voilà. Et un hermement des cimetières. On s'est vite rendu compte que c'était un travail énorme. Et puis, passer du désherbant tout le temps régulièrement. Donc, on a décidé d'en herber tout de suite. Ce qui fait qu'on a eu pas mal de soucis au début pour le faire comprendre aux gens que l'enherbement pouvait être une solution. Par contre, maintenant, tous les cimetières de la région, autour de chez nous, sont enherbés, voilà, et tout ça. Donc, après, au niveau des événements, vous avez organisé des événements aussi en lien avec l'écologie, l'environnement? Oui, on a fait venir des personnes incontournables qui pouvaient expliquer ce que l'on avait fait. Donc, à ce sujet, on a fait venir Gilles Clément. Tous les ans, on avait les Journées de l'Arbre. Claude Bourguignon, Jacques Caplat, la Totoro Forest Fondation. J'imagine que vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous le dire. C'est la première fondation qui a été créée pour lutter contre la déforestation autour des forêts. C'était autour de Tokyo, en l'occurrence. Elle a été créée par Miyazaki. Et on a eu le contact par un professeur de la Sorbonne qui était là. Donc, on a une dizaine de Japonais qui sont venus et l'ambassadeur du Japon. Et donc, on avait des kakemonos en japonais, en anglais et en français. Donc, les gens pouvaient se rendre compte de l'intérêt de nos actions. Voilà. Donc, ça a été assez emblématique. Voilà. On a participé aux journées en transition. On faisait partie des premières communes à faire partie des communes en transition. Voilà. Et de cette démarche de valorisation de l'environnement, de ces organisations d'événements, oui. Comment vous en êtes arrivé au développement économique Donc,
bien sûr, on a beaucoup abrégé, hein, on a restauré des chemins de randonnée. Donc, les gens commençaient à venir nous voir et ça s'est passé tout normalement, en fait. Et en venant chez nous, on commençait à nous dire c'est bien de venir voir votre commune, qui est intéressante pour la nature. Il n'y a même pas un endroit pour se restaurer ou pour dormir ou n'importe quoi. Donc, première chose, on a décidé de restaurer de retaper, de remettre aux normes, disons, le restaurant qui était fermé. Donc, on l'a refait nous-mêmes puisqu'on n'avait pas le budget pour le faire. On a isolation par l'extérieur avec des matériaux biosourcés, les peintures à l'intérieur à la base d'argile et tout ça. Il n'y a que l'électricité que nous n'avons pas fait et il a rouvert. Donc, ça a marché assez rapidement. Ensuite, il y avait quelques producteurs bio dans la commune qui faisaient des marchés. Je suis allé des marchés, moi, à mon tour, en leur proposant d'exposer ça dans le village, puisqu'on n'avait plus de boutique. Il dit OK, mais nous, on n'a pas les moyens de se payer une salle. Donc, on leur a mis une salle à disposition. C'était l'ancienne école. Hein. Donc là, ça a ouvert et ça a marché, ça a fonctionné assez rapidement. Et l'école, comme le reste de l'école, a été transformé en gîte de groupe parce qu'on a été éligible à un pôle d'excellence rurale. Donc, on a fait un gîte de groupe qui pouvait accueillir 18 personnes. Et là, on a commencé à organiser des stages à permaculture. C'était complet sans arrêt. Il y avait des stages tous les 2 mois. Il y avait des stages qui duraient 15 jours. Et voilà, ça a été une très bonne illustration des choses que l'on faisait. Voilà. Donc, il y a eu un peu un effet boule de neige de tous les événements qui ont été, tous les oui, voilà, c'est ça. Et C'est ça. aujourd'hui, quels sont les résultats et quels sont les projets en cours que vous avez? Alors donc, on a beaucoup abrégé, je peux vous dire, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'autres choses. Hein. Parce qu'en 10 ans, on fait quand même plus que ça. On a travaillé sur la pollution lumineuse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc on est 3 étoiles. Sur le ville et village fleuri, on est 3 fleurs et on passe sûrement 4e fleur cette année. Il n'y a que Périgueux qui a 4 fleurs en Dordogne, voilà, donc petite commune. On a fait également, on a organisé, puisqu'il ne faut pas oublier, on a parlé j'ai entendu tout à l'heure qu'on passait de démarche globale, on n'a pas oublié le culturel, c'est-à-dire on a organisé un festival de musique, mais de musique de haut niveau, de classique, dont les plus grands français sont venus. Je peux vous en énumérer s'il y en a qui sont mélomanes. On a fait venir Taquino, on a fait venir Collard, Agnès Westermann, Bouvry, Cyprien Cazaris, Claude Luther, Bruno Rigouteau. Enfin, c'est parmi les plus grands. Et tous les ans, on fait 5 concerts. Donc, ça, quand même, ça accroît le rayonnement. La boutique bio, je n'ai parlé. Donc, par contre, les gens ont commencé à arriver, donc à s'installer. On avait une 40aine d'enfants qui étaient susceptibles d'aller à l'école, qui allaient au RPI, donc aller à la coquille, qui allaient à un truc. Je me suis dit, on pourrait peut-être faire ouvrir l'école. Donc, j'ai eu plusieurs rencontres avec l'inspecteur d'académie et les élus qui me disaient tous, parce qu'on était la seule commune à ne pas avoir d'école, une commune sans école est une commune sans âme. Donc, j'ai voulu la faire ouvrir. Par contre, là, ils n'ont pas aidé à me redonner de l'âme. Donc, je me suis dit que peut-être je trouverai d'autres solutions. Et j'ai rencontré une personne qui avait fait un stage, une formation Montessori. Donc, on a décidé d'ouvrir une école Montessori. Comme l'école était déjà affectée à autre chose, on a transformé un logement en école, en remise aux normes, etc. etc. Les services de l'État sont passés, on a ouvert. Maintenant, on a 25 élèves. On a fait un programme d'agrandissement cette année, puisqu'on en aurait beaucoup plus si on avait des bâtiments plus grands. On va se limiter à 35, mais on va le faire. Cette année, on aura 35 élèves à la prochaine rentrée. Voilà. Vous voulez dire d'autres choses? Non, mais justement, par rapport à cet afflux de personnes, comment vous avez pu, pour la suite, comment vous voyez les choses, vu que les personnes continuent de vouloir venir s'installer? Oui, mais toutes les semaines, on a des demandes, oui. Mais on a d'abord travaillé sur ce que l'on avait, donc retaper l'ancien. Donc, on a réussi à faire que toutes les maisons du village soient occupées, retapées et dans les normes. Et les nouvelles constructions sont toutes passives chez nous. On a eu beaucoup de nouvelles constructions. Et quand on restaure, nous, on a restauré un vieux bâtiment pour le faire un logement passerelle, c'est-à-dire faire que les personnes qui ont un projet de vie puissent s'installer là. On l'a restauré, passif aussi. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on va avoir un prix aussi sur la restauration de l'ancien, sachant que
rendre un bâtiment du XVIIe siècle passif, il faut quand même y travailler sérieusement avec des matériaux biosourcés, enfin, etc., etc. Donc, on a réussi ça. Et puis, avec le concours des certificats d'économie d'énergie, bien sûr, on a eu beaucoup d'aide dans ce domaine. Voilà. Et justement, par rapport aux nouveaux arrivants, vous avez il me semblait que vous aviez quelque chose par rapport à la création d'emplois, l'accompagnement pour ces artistes. Ah, moi, je les accompagne pour l'achat des parcelles. Hein, parce qu'en campagne, vous savez que les gens qui ont du terrain ou des maisons, c'est soit pour le petit-fils, soit pour plus tard, etc., etc. Or, nous sommes en carte communale. Donc, j'ai écrit à tous ceux qui avaient des terrains constructibles en leur disant que, bien sûr, on était en carte communale, mais que le PLU était en marche et que dans le cadre du PLU, il y a beaucoup de parcelles qui étaient constructibles qui risquaient de ne pas l'être. Donc, tous ceux qui m'avaient dit non, je peux vous dire que quelques jours après, j'avais dit, ben, finalement, on a réfléchi, peut-être qu'on va le vendre. Donc, on a vendu beaucoup de parcelles. Enfin, il s'est vendu beaucoup de parcelles, donc il y a eu des nouvelles constructions. Et nous, par contre, pour loger les nouveaux arrivants, on n'a pas d'autre solution maintenant. Chose qu'on avait éliminée au départ, c'est-à-dire on va faire un écolotissement, c'est-à-dire plutôt une extension de village, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de cassure, avec des normes vraiment le maximum, c'est-à-dire la séparation des eaux, la récupération des eaux, le photovoltaïque, enfin tout ce qu'on voudra, le cheminement d'eau. Il y aura à peu près 14 places, donc, et un cabinet médical qui sera au milieu. Voilà. Les populations qui viennent s'installer, elles ont un profil particulier? Oui. Donc, au début, c'était des ingénieurs informaticiens, la plupart. On a 4 couples d'ingénieurs informaticiens. Ils se marient entre eux, je crois, parce qu'ils sont ce sont tous des couples. Et voilà. Donc, on a eu ça. Quelques-uns qui s'inscrivaient en maraîchage. Et chose nouvelle maintenant, on a en cours, on a un forgeron qui est en train de s'installer, un luthier, un Californien qui vient d'arriver là. Et c'est lui qui entretient l'orchestre philharmonique de Toulouse, hein, au point de vue instrument avant. Un menuisier, un créateur de bijoux qui travaille pour une maison parisienne, une savonnerie. Un projet privé, c'est création de produits cosmétiques à base de tilleul, dans le style de Caudalie, mais vraiment qui aura une très grande. Voilà, ils ont beaucoup d'autres gens. Voilà les nouveaux qui s'installent, il y en a beaucoup, quoi, en fait, oui, voilà. Mais par contre, on n'a pas parlé de quelque chose, c'est-à-dire que je ne peux pas exposer ma démarche comme ça parce que on a travaillé, suite aux transitions, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler sur l'autonomie alimentaire, ou pas simplement l'autonomie, mais tendre vers l'autonomie. Donc là-dessus, on a eu le projet d'acheter une ferme, monsieur était au courant, une ferme de 100 hectares. Et là-dessus, on n'a pas eu beaucoup d'aide, c'est-à-dire que l'État nous aide pour retaper les bâtiments, mais ne nous aide pas pour acheter. Donc, une petite commune avec un petit budget, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais comme on avait fait un projet qui était remarquable, puisque tout le monde nous disait il est extraordinaire, mais hélas, on ne peut pas vous aider. On avait donc une chèvrerie, une fromagerie, un maraîcher plein champ, un autre sous tunnel, etc., etc. Au lieu de les laisser partir, puisqu'on n'a pas pu faire le projet, je les ai récupérés et on peut dire que maintenant on a fait une sorte de ceinture vivrière autour du village. On a des producteurs de trucs qui alimentent les boutiques et également les cantines, l'EHPAD, etc., etc. Donc voilà les. Voilà. C'est un point sur lequel vous pourrez sûrement revenir avec Nicolas. Oui, bien sûr. Oui. Je merci beaucoup pour votre témoignage. Je laisse la parole à Nicolas. Ok. Merci Colline, merci Monsieur Chabot pour ce témoignage, et on va avoir l'occasion de revenir un peu plus sur cette expérience après le témoignage de Monsieur Jacques Bréat. Je vais vous passer le micro. Hop. Merci beaucoup. Monsieur Bréat, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de l'invitation. Et vous de l'avoir accepté. Alors, Castillon, c'est une ville, une commune de 3200 habitants, située dans le Saint-Émilionnais. Vous avez engagé une démarche de revitalisation de votre centre-bourg en 2014. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite mise en contexte, nous rappeler un petit peu ce à quoi ressemblait Castillon en 2014, vous situer un peu? Alors, Castillon est une commune de grand contraste, en fait. Quand vous pénétrez dans la ville, vous avez à la fois
un bâti assez exceptionnel en pierre de taille avec des bâtiments du 18e et donc une architecture très belle, un point de situation en flanc de coteau, ça c'est pour la carte postale. Et puis dans cette carte postale, j'ajoute la bordure de Dordogne, puisqu'on est au bord de la Dordogne, qui est assez biosphère UNESCO. Et donc, on a une situation assez exceptionnelle sur le plan de l'emplacement, avec une vraie centralité, c'est-à-dire un vrai cœur de village que tout le monde n'a pas la chance d'avoir et ce qu'on a nous. Ça, c'est le point de départ. Vous allez me dire, partant de là, pourquoi se lancer dans un projet de revitalisation de centre-bourg? Quand j'ai dit que c'était une commune de contraste, c'est une commune de 3200 habitants, mais c'est aussi une commune dont les indicateurs sociaux sont particulièrement fragilisés. C'est une commune sur laquelle il y a 25% d'allocataires du RSA, un taux de chômage de 27%, une très forte vacance des logements avec un taux de 20%, un parc privé indigne qui est lui aussi très important. Et donc, partant de là, des difficultés qui sont au-delà des difficultés sur le foncier bâti, des difficultés de vivre ensemble dans une commune qui est une commune qui, pour être très clair pour ceux qui ne connaissent pas la situation géographique, est en fait la commune qui accueille le bassin de main-d'œuvre du Saint-Émilionnais. Donc, beaucoup de travailleurs saisonniers. 18% de la population est étrangère, hein, donc il faut aussi intégrer ces dimensions-là dans le tissu social. Et donc, le point de départ, c'est évidemment un centre-bourg très paupérisé, avec une très forte pauvreté de la population locale. Évidemment, plus de 50% de la population est largement au-delà du revenu médian de 11 250 €, marqueur de pauvreté dans la politique de la ville. Et donc, c'était le constat de départ qui a été fait avec l'équipe municipale en 2014 quand on a accédé à la gestion de cette commune. Et ce constat étant dressé, comment est-ce que vous vous êtes engagé dans ce grand diagnostic, cette grande étude que vous avez menée, qui vous a permis aussi de définir en fait cette stratégie un peu plus tard? Très clairement, le sentiment de départ très fort, c'est qu'on ne pouvait pas, à l'échelle de la commune, par une politique municipale simplement, résoudre les problèmes qui étaient devant nous, parce que c'est des problèmes qui étaient des problèmes structurels, qui nécessitaient de réunir un certain nombre de partenaires autour de la ville pour pouvoir agir. C'est ce qui nous a amené naturellement à aller contacter, dans les premiers mois du mandat, contacter un certain nombre de partenaires institutionnels pour se faire aider dans la démarche. Alors aider à la fois dans cette première phase sur le plan de la méthodologie, sur le plan de l'ingénierie. On avait besoin d'avoir aussi de l'expertise extérieure et notre vision de départ, c'était qu'on ne pouvait pas s'attaquer à un des problèmes de la commune. Il fallait avoir une démarche qui ne soit pas une démarche séquentielle, mais une démarche globale, intégrée. Et pour ça, on avait la nécessité d'aller chercher un certain nombre de partenaires. C'est donc ce qu'on a fait. Précisez un petit peu ce que vous entendez par démarche globale et intégrée. Quand vous êtes dans une situation qui est celle qu'on a trouvée en 2014, vous ne pouvez pas simplement vous contenter de pousser un des curseurs, hein. Vous attaquez par exemple simplement à la question de l'habitat ou du logement, ou vous attaquez simplement à la question de la déprise commerciale, ou aux questions du vivre ensemble. Il fallait donc avoir une vision globale. Et pour avoir une vision globale de ce type, on avait nécessairement besoin d'ingénierie. Et ce besoin d'ingénierie très fort qui était le nôtre au début, on ne pouvait pas le trouver en interne dans les services d'une commune de 3200 habitants, où, pour être très clair, les acteurs de l'ingénierie dans une commune de ce type se résument à un cadre de catégorie A à la fonction publique territoriale. Et donc, il fallait aller à l'extérieur chercher cette ingénierie. C'est donc ce qu'on a fait. On a sollicité toutes les collectivités, le département, la région, le pôle d'équilibre territoires ruraux, la communauté de communes, évidemment, on en reparlera, c'était un élément aussi déterminant dans le maillage territorial, la Caisse des dépôts et consignations dès le départ, et puis l'ensemble des partenaires de services publics présents sur le territoire, hein, Pôle emploi, les services de la DDTM, la sous-préfecture, bref, il fallait qu'on réunisse tout le monde autour de la table pour pouvoir agir, avec une petite difficulté supplémentaire, c'est que nous étions évidemment dépendants du cycle électoral, et qu'en 2014, nous avions en perspective des élections cantonales, et puis des élections régionales avec la réorganisation de la grande région. Donc il a fallu aussi, au fur et à mesure qu'on mettait en place ces démarches, tenir compte aussi du calendrier électoral d'un certain nombre d'acteurs institutionnels.
Et c'est comme ça qu'on a, dès le départ, souhaité dans la démarche, et je fais vraiment passer ce message parce qu'il est pour moi essentiel, on a souhaité que le cahier des charges pour le projet de revitalisation de Centrebourg, c'est-à-dire le diagnostic opérationnel, dès le cahier des charges, on a souhaité associer l'ensemble des partenaires autour de la rédaction de ce cahier des charges. Et ça a été le premier travail partenarial conduit. C'est essentiel parce que si on ne partage pas la vision de l'évolution du territoire avec l'ensemble des partenaires, évidemment, derrière, il est compliqué ensuite, quand on est en phase opérationnelle, de souscrire à tel ou tel type d'action quand elle n'est pas remise en perspective. C'est donc ce qu'on a fait. Et justement, sur cette vision que vous évoquez, quelle est-elle? Qu'est-ce qui fait centralité aujourd'hui à Castillon et comment vous souhaitez renforcer ces éléments qui font centralité? Alors, dans le projet de revitalisation, on a donc un certain nombre d'items qui ont été mis en avant, en exergue. Parmi ces items, il y a l'habitat. Hein. La ville habitée, c'est évidemment, c'était le premier sujet par lequel on est entré sur le champ de la revitalisation. Comment intervenir pour adapter les logements, comment faire en sorte qu'on réduise le parc privé indigne, comment lutter aussi contre les formes de précarité, hein, notamment la précarité énergétique, puisqu'on a un bâti en pierre de taille. Donc là aussi, c'est comme mon collègue, hein, les bâtis en pierre de taille, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile à gérer en termes de transition énergétique. En tout cas, ça demande une action volontariste. On avait aussi la problématique forte des personnes âgées sur le centre-bourg. On a un bâti plutôt vertical. On a une très forte demande des personnes âgées qui veulent profiter des aménités du cœur de bourg, mais qui ne pouvaient pas se loger dans des bâtiments à 3 étages. Donc voilà, il y a aussi cette thématique qui était présente. Ça, c'est pour la ville habitée. Ensuite, on avait la nécessité de développer dans le projet de revitalisation de l'accessibilité résidentielle, de rendre aussi cette ville peut-être plus attractive pour un certain nombre de personnes qui souhaiteraient y venir. Autre élément important, donc troisième item, la ville active. On a un cœur marchand. Castillon-la-Bataille a été une commune riche, voilà, qui a subi un déclin au fil de l'eau. Et on a encore une offre commerciale avec une véritable armature commerciale, mais on a aussi beaucoup parce qu'il y a une mutation dans les modes de commerce, on a aussi beaucoup de locaux commerciaux vacants. Donc on souhaitait aussi intégrer dans la ville active cette dimension de la revitalisation du commerce de centre-bourg. Et puis enfin, dernier élément, et je trouve que c'est intéressant parce que c'était sans doute pas celui qu'on avait peut-être fléché comme étant un des éléments substantiels au départ. Et puis ça s'est révélé au fur et à mesure du diagnostic de revitalisation, c'est aussi la nécessité de construire une ville avec un destin commun. On a des populations, dont vous l'imaginez, qui sont très différentes. Elles le sont sur le plan sociologique, elles le sont aussi sur le plan culturel. Et il nous a semblé qu'il était nécessaire d'inclure, enfin de mener une démarche inclusive, plus exactement, sur le projet de Centrebourg. Donc de ne pas évacuer cette dimension sociale, qui est une dimension importante. Castillon aura toujours, pour être très clair, une vocation à accueillir la main-d'œuvre du Saint-Émilionnais. On est dans un secteur de monoactivité viticole. Peut-être y aura-t-il des mutations dans les années à venir, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, il faut qu'on remplisse ce rôle, mais il faut qu'on le remplisse bien. Il ne faut pas qu'on ait, avec un certain nombre de marchands de sommeil, des personnes qui, parce qu'elles arrivent souvent de l'étranger pour travailler pour les saisons, sont logées dans des conditions qui sont totalement inacceptables. Et donc aussi, dans une première phase, la nécessité pour nous, dès 2014, c'est ce qu'on a fait, je crois que ça a été aussi un marqueur de volonté fort pour les services de l'État, de restaurer les pouvoirs de police du maire, hein, sur ce qui concerne l'urbanisme, l'indignité, l'insalubrité des logements. Merci beaucoup. J'avais également une question sur la gestion en périphérie, parce que c'est vrai quand on parle de dévitalisation, souvent on pointe du doigt ces extensions en périphérie comme étant aussi la cause de tous les maux. Pour autant, quand on parle de revitalisation, très volontiers, on veut parler de ce qui se passe dans le centre de la ville. Comment est-ce que vous gérez cette politique d'aménagement en périphérie et comment vous garantissez cet équilibre avec le centre-bourg, mais aussi avec l'ensemble des villes voisines de l'intercommunalité? Alors c'est là qu'évidemment l'intercommunalité était appelée de plein droit à intervenir, parce qu'on a à Castillon-la-Bataille, comme dans d'autres petites villes de France, un modèle qui s'est construit autour de la commercialité du centre-bourg, mais aussi avec des extensions de surface commerciale en périphérie. Heureusement pour nous,
des extensions qui n'ont pas totalement cannibalisé le centre-bourg. Donc, on avait quand même une armature commerciale encore forte. Mais il était nécessaire de discuter avec nos voisins. On a un voisin qui est la ville de Saint-Magne-de-Castillon, sur lequel il y a une zone commerciale. Il était nécessaire d'entamer avec eux une discussion au fond sur l'opportunité, la nécessité d'étendre en périphérie les surfaces commerciales. Donc, nécessité d'un dialogue intercommunal. Je crois qu'il est important que les élus s'emparent de ces questions et les posent en intercommunalité pour aussi faire des choix. On ne peut pas concomitamment vouloir revitaliser les centres-bourgs et, comme dans la logique du tonneau des Danaïdes, les vider en même temps sur des surfaces commerciales de périphérie. Et pour tout vous dire, on a eu non seulement des discussions, mais on a même eu des velléités d'extension du centre commercial juste avant les dernières élections municipales. Et ce qui est intéressant, alors c'est peut-être une utilisation incidente du diagnostic de revitalisation de centre-bourg, mais enfin, lorsque certains commerçants de centre-bourg ont plaidé au sens premier du terme, puisqu'ils ont saisi le tribunal administratif par rapport aux autorisations qui avaient été données en CDAC d'extension du centre commercial, ils ont plaidé en amenant devant le juge, pour plaider l'erreur manifeste d'appréciation des faits, le diagnostic de revitalisation de centre-bourg. C'est-à-dire que ce diagnostic a servi au juge administratif pour réformer, en tout cas contredire la position initiale d'extension qui avait été donnée. Ça n'est qu'une incidente, mais c'est quand même intéressant parce que ça montre que quand l'analyse est là, elle peut aussi servir sur cet aspect. Et puis enfin, nous sommes, et heureusement, entrés en opération de revitalisation territoriale, donc en ORT, et donc pour les personnes qui nous écoutent, l'opération de revitalisation territoriale, politique d'État, qui nous permet aujourd'hui d'aborder ces questions de rapport centre-périphérie dans les logiques d'extension commerciale, dans le cadre d'un comité de pilotage local, auquel évidemment mon collègue maire de Saint-Magne est associé, l'intercommunalité est associée, et donc d'avoir là les fruits ensuite d'un dialogue apaisé entre les collectivités pour faire en sorte qu'on ne fasse pas de choix au détriment du centre-bourg. Et donc, c'est plutôt une situation qui, de mon point de vue, s'est éclaircie, en tout cas en ce qui concerne les rapports entre centre et périphérie. Je trouve qu'aujourd'hui, on a plus d'outils qui nous amènent à discuter de ces choses ensemble. Très bien, merci beaucoup. Et à l'issue de ce travail partenarial, de ce travail de diagnostic, de ce travail aussi après avoir mobilisé cette ingénierie, quelles sont les premières réalisations concrètes pour les Castillonnais, mais pour en fait les ensembles des utilisateurs du centre-bourg? Alors, les premières réalisations concrètes, une est en train de se terminer, c'est le réaménagement complet des quais de Castillon-la-Bataille. On est sur une façade sur la Dordogne qui est vraiment splendide. Et donc, on a fait le choix avec l'équipe municipale de fermer les quais à la circulation. Ça n'a pas fait plaisir, chers collègues, à quelques voisins de Dordogne qui avaient l'habitude de sillonner les bords de Dordogne, ce qui était assez bucolique quand on part travailler le matin que de passer par les bords de Dordogne. Mais on a remis ces quais très clairement, on y a interdit la circulation. On a vu tout de suite une réappropriation des quais à la fois par les habitants, mais aussi par les habitants du bassin de vie qui viennent là le samedi matin quand il fait beau, se promener, profiter de l'aviron, etc. Enfin, il y a tout un tas d'activités, des familles, des enfants qui font du vélo. Enfin, bon. Donc, on a réouvert cette façade de quai. Pour moi, elle était très emblématique parce que je disais tout à l'heure qu'à Castillon, il y avait une carte postale. Et là, on est vraiment sur la carte postale. C'était aussi important d'envoyer un signal fort en termes de mutation de la ville, de changement de la ville. Et je crois que ça a été très, très bien reçu. Et on finit la dernière phase d'aménagement des quais là, ce mois-ci. Et puis ensuite, on a tout un travail sur la remise en tourisme et la valorisation des équipements touristiques. Ça a été la première réalisation. La deuxième réalisation, c'est l'aménagement d'une propriété dont on dispose aussi vers les berges de Dordogne, qui a fait l'objet d'une démarche de participation avec les habitants. Donc, on n'a pas eu autant de prix que vous, mais on a eu celui de la participation citoyenne, le premier prix de la participation citoyenne l'année dernière, pour cette démarche qui a été co-construite avec les habitants, et donc une grande propriété, qui s'appelle la propriété Lâche, qui est l'objet d'un legs, qui est en zone d'ailleurs de plan de prévention des risques inondation rouge, donc qui n'est pas constructible, et donc dévolu dès cette année à l'aménagement, un certain nombre d'aménagements qui vont être réalisés en relation avec les habitants. Et puis, on conduit aussi, on a lancé des démarches sur la partie alimentaire,
avec peut-être une différence par rapport aux collègues tout à l'heure, c'est qu'on est en zone de monoactivité viticole et donc cette partie alimentaire nécessite aussi d'avoir une vision foncière sans doute plus large que celle de la commune. Mais en tout cas, on y travaille avec le soutien actif de la région Nouvelle-Aquitaine et puis de Bordeaux Sciences Agro, parce que c'est aussi intéressant de faire venir, on l'a beaucoup fait dans la phase de revitalisation, des étudiants qui viennent aussi conforter les démarches d'ingénierie ou d'analyse de terrain et nous apporter là un concours précieux. Le projet global, on glisse sur les questions de l'alimentation de proximité et d'agriculture. Merci, Monsieur Jacques Bray, pour ce témoignage. Puis je vais profiter de vous avoir tous les deux autour pour poursuivre un peu ces échanges. Je rappelle aussi aux participants et aux participantes que vous pouvez poser des questions directement dans l'onglet qui est à cet effet sur le chat à droite et voter aussi pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et on en posera certaines à nos invités à l'issue de ce petit quart d'heure de discussion qu'il nous reste. Donc, on a vu, vous avez tous les deux des projets qui sont très différents. Alors, des tailles de communes qui ne sont pas les mêmes, il faut le dire. Également un public qui diffère. Hein. Vous ne vous adressez pas au même type de personnes. Une localisation qui est également très différente. Du côté de Castillon, vous avez vu cette grande étude qui a été réalisée. Puis à Saint-Pierre-de-Frugy, il y a une expérience qui est peut-être, que je définirais peut-être un peu plus itérative, intuitive. Pour autant, il y a certaines choses qui reviennent, notamment le fait que l'habitat, les services, les commerces, l'animation culturelle, les questions relatives à la mobilité, le patrimoine, vous avez fait référence à tous ces éléments-là et je voudrais qu'on revienne peut-être un instant pour essayer de comprendre comment est-ce que toutes ces thématiques sont liées et imbriquées entre elles. Pourquoi est-ce que l'une joue sur l'autre? Alors, Monsieur Chabot, je vous laisse peut-être commencer sur cette question. Mais comme, oui, comme je vous l'ai dit au départ, on avait décidé de jouer sur le cadre de vie. Donc, je pense que c'est important. Et effectivement, ce que mon collègue a abordé tout à l'heure, on a fait appel quand même, pas aux institutions, mais on a fait venir des élèves des écoles normales d'architecture de Nancy notamment, qui nous ont apporté une vision que nous n'avions pas du tout. Et on avait la vision de s'étendre, de faire des lotissements, etc., etc. Et là, c'est eux qui nous ont recentrés sur le fait qu'il faut d'abord densifier les cœurs de village, qui est déjà pas très dense. Mais c'est pour ça qu'on s'est recentré. Je reviens sur ce qu'il a abordé tout à l'heure, qu'il a eu le prix pour l'implication citoyenne. Nous n'en méritons vraiment pas, nous, parce qu'on a eu une démarche plutôt autoritaire et verticale. Et maintenant, on se rend compte effectivement du besoin, de ce besoin de se rapprocher. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. D'autant plus que, je ne l'ai pas dit au début, mais on était 360, on est passé à plus de 500 maintenant. Et je pense que si on fait le lotissement, on va être encore... Donc, il y a presque un remplacement, quoi, presque de beaucoup. Et les gens se sentent, les anciens se sentent submergés par les nouveaux, avec des nouvelles habitudes, l'habitude de faire beaucoup de choses ensemble, alors que chacun est isolé. Donc, on a travaillé sur ces choses-là, oui, certainement. Des nouvelles problématiques qui émergent là. Oui, tout à fait, oui. Monsieur Bréal, vous êtes déjà exprimé peut-être sur ce sujet, mais peut-être deux mots sur le fait que ces thématiques sont imbriquées. Vous dites qu'on ne peut pas activer les leviers un par un. Non, c'était vraiment le constat de départ. Je crois que l'intérêt d'une démarche de revitalisation, c'est d'avoir une vision systémique, c'est-à-dire de voir comment sur les différents points, on va avoir des relations entre les différentes démarches de politique sectorielle qu'on peut mener. Je vais prendre deux exemples très concrets pour illustrer cela. On commence à voir les premiers signes d'une reprise du commerce de centre-ville. Et donc, on a eu la joie l'année dernière d'avoir l'installation d'une très belle fromagerie, épicerie fine dans le centre-bourg.
ce qui était un vrai pari pour l'investisseur, parce que compte tenu des situations que je vous ai décrites précédemment, ce n'est pas nécessairement une étude de marché très rationnelle qui lui indiquait de venir s'installer là, pour être très clair. Comme quoi, il faut aussi se méfier des études de marché, hein, des fois. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que on n'avait pas nécessairement prévu au départ de requalifier l'espace public et les aménagements publics au devant de ce commerce. Bien, il a fallu réinterroger les espaces publics parce qu'il faut aussi, même quand on a une vision globale, en tirer toutes les conséquences et se mettre à la temporalité d'un certain nombre d'acteurs quand ces acteurs manifestent la volonté d'investir. Et donc, voilà un exemple très concret de lien entre un projet privé qui vient enrichir l'offre commerciale de la ville, qui est un projet porteur. Aujourd'hui, il y a plein de châteaux de Saint-Émilion et les plus prestigieux qui viennent se fournir là à Castillon-la-Bataille. Donc, ça change aussi le regard sur la ville. Eh bien, on a accompagné par des aménagements publics et on a eu aussi des financements dans le cadre de la revitalisation. Ça, c'était un premier exemple. Second exemple, et il est encore plus emblématique que le précédent. On a conduit en même temps qu'on était, c'est là il est nécessaire de produire des efforts conjugués, en même temps qu'on travaillait sur la revitalisation de centre-bourg, on a conduit un certain nombre de réflexions et d'actions très fortes sur la ligne de TER. Avec les moteurs et volontaristes de la région, qui a donc accepté de financer l'État, la rénovation de notre ligne de TER. On a la chance d'avoir une gare, c'est quand même un atout considérable. On avait une ligne complètement dégradée. Et bien, grâce à cette action, qui a mené à rénover complètement la ligne de TER entre Bergerac et Libourne, aujourd'hui, Castillon-la-Bataille est à 35 minutes de bord de la métropole. Voilà encore un élément qui, à l'intérieur du projet de revitalisation, s'avère stratégiquement décisif pour la suite. Mais on n'a pas attendu d'avoir rénové la ville pour s'attaquer à la ligne de TER. On n'a pas séquencé. Tout a été fait en même temps et on voit aujourd'hui des dynamiques, notamment sur la reprise d'un certain nombre d'immeubles qui étaient des immeubles dégradés, avec des investisseurs qui reviennent, parce qu'on a la mobilité et puis on conduit des réflexions avec la région qui nous amènent aussi à redéfinir le rôle de notre gare, sans doute pour la faire évoluer vers de la multimodalité dans le cadre d'un projet d'ensemble qui est partie prenante et partie intégrante du projet de revitalisation. Et puis, thématiques différentes signifie aussi souvent partenaires variés. Alors, vous avez fait référence, dans le cadre de votre exposé, à l'intercommunalité, au département, à la région, au service d'État. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur le rôle qu'a pu jouer chacune de ces structures dans ce projet ? Oui, bon, déjà, chacune des structures a interrogé le projet de revitalisation à l'aune de ses propres compétences, hein, et a pu prendre sa place un peu comme d'une logique de mécano. Chacun a pu prendre sa place dans le projet de revitalisation sur ses compétences, le département sur les siennes, la région, l'État, la communauté de communes. Bref, on a vu s'articuler les choses. C'est aussi pour ça qu'il était important que chacun soit partie prenante dès le diagnostic de revitalisation. Dans la phase où on est aujourd'hui, on réinterroge en permanence la place des partenaires à l'intérieur du projet de revitalisation, parce que le travail qu'on a fait dans la définition du projet, dans le diagnostic opérationnel, aujourd'hui, elle doit nous amener à réinterroger le partenariat dans le déploiement des actions. Et donc, ça veut dire qu'à chacune des actions, il est nécessaire de réinterroger, de refaire une sorte de tour de table des partenaires pour voir comment chacun peut prendre sa place avec ses propres compétences, avec aussi ses logiques de politique publique intégrées. Et il est tout à fait normal que chacun des partenaires vienne aussi là pour conforter ses propres logiques de politique publique. Alors, c'est à la fois passionnant, et des fois, c'est un peu lourd à gérer pour une commune de 3200 habitants, parce que ça nécessite aussi beaucoup d'allers-retours pour déployer et les calendriers d'action et les demandes de subventions et les actions elles-mêmes par la suite. Mais élément très important, on ne pourrait pas faire tout ça si à un moment donné, on n'avait pas eu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine sur le financement d'un poste de directeur de revitalisation de centre-bourg, qui nous permet enfin d'avoir cette ingénierie qui nous permet d'intégrer le projet et de conduire justement ce travail substantiel à réaliser avec chacun des partenaires. Et donc là aussi, dans cette phase de déploiement, la question de l'ingénierie est une question essentielle. Et je crois que le niveau d'exigence auquel la région nous a invités à souscrire en termes de
profil de la personne recrutée, de compétences, d'expérience, est aussi, de mon point de vue, un facteur clé de succès pour la suite. Oui, vous êtes outillé même d'un point de vue humain avec quelqu'un dont c'est vraiment l'occupation à plein temps que de porter et de mener ce projet. Oui, parce que la limite du fait maison avec la directrice générale des services, ça nécessairement s'impose à nous. On rentre dans une phase où on va aussi toucher à des questions extrêmement techniques, y compris d'ailleurs sur le plan des procédures, hein, puisque quand vous commencez à lancer des déclarations d'utilité publique et des démarches de ce type, il vaut mieux être outillé pour pouvoir les conduire, sachant qu'elles sont potentiellement porteuses de contentieux. Vous pouvez mettre le micro juste devant. Excusez-moi. J'espère que vous m'avez quand même un peu entendu. Monsieur Chabot, je me tourne vers vous sur cette question des partenaires. Quel a été le rôle des différents partenaires? Il a été d'abord multiple, puisque d'abord, dans un premier cas, pour la gestion écologique, on a eu affaire à l'agence de l'eau, pour l'achat notamment de zones humides, à la région, pour l'achat de parcelles de forêt. On a une forêt de 45 hectares maintenant, puisqu'on nous sponsorise pour l'achat de forêts concomitantes, enfin qui touchent la nôtre, pour lutter contre les parcelles. Voilà. On a eu le parc naturel régional qui nous a aidés dans pas mal d'endroits, notamment pour l'isolation de tous nos bâtiments communaux dans le cadre de l'opération TEPCV, Territoire Énergie Positive pour la croissance verte, et le dispositif TEPOS. Ensuite, pour le logement passerelle, on a eu les certificats d'économie énergie. Le département nous a aidés. Ségolène Royal, on a une notation particulière parce qu'on a été une des premiers à faire l'agenda de la biodiversité sur la commune, le Fondation du patrimoine pour la restauration du bâti ancien. Enfin, on a fait appel à chaque fois, on a eu de petites subventions. On est une petite commune, il ne faut pas l'oublier. Justement, on parle aussi d'une petite commune, on a parlé d'ingénierie. Comment, nous, comment on fait quand on est l'ingénieur en chef, c'est le maire en général, et la sous-chef, c'est la secrétaire. Voilà à peu près ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc, on fait appel on cherche sur Internet, on cherche les aides possibles et les dispositifs qui peuvent nous aider. Voilà. Le parc naturel régional, ça va. Le parc naturel régional nous aide beaucoup. Le fait d'être au cœur du parc naturel régional est pour nous quand même, puisque nous permet d'avoir des voyages études. Je parlais d'isolation, de rendre les logements passifs. Je suis allé en Autriche, on a été dans le Vorarlberg voir, et là-bas c'est une obligation, et je pense que ça sera une obligation un jour chez nous. Donc on peut anticiper de tout ce que l'on fait, mais c'est passif chez nous. On est allé au logement passerelle, on a vu le plateau de 1000 vaches, enfin, tout ce que l'on a pu faire, on est des copieurs et on refait ce qui se fait bien ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on regarde Saint-Pierre-de-Frugy en 2008 et quand vous nous parlez de Saint-Pierre-de-Frugy en 2020, on a vraiment le sentiment que ce sont deux mondes à part. Alors, moi, j'ai une question là-dessus. Je voulais savoir quelles étaient les difficultés à l'époque, en 2008, et si elles sont, j'imagine que oui, différentes aujourd'hui, et quelles sont-elles? Les difficultés, c'est d'abord le manque de moyens financiers. On est une petite commune, donc non, ça n'a pas changé, mais ce qui nous a appelés à travailler différemment. C'est-à-dire, moi, j'ai une toute petite équipe d'agents communaux, ils sont 3, mais ils sont polyvalents. On a presque tout fait, tout ce qui est faisable soi-même, on l'a fait, que ce soit la restauration, la transformation de bâtiments, la mise aux normes, ce sont les agents communaux qui l'ont fait à chaque fois. Les dossiers, j'ai une secrétaire qui est remarquable. Donc, il faut avoir une bonne équipe autour de soi. Ce n'est pas le maire qui fait tout. Hein. Voilà, il faut avoir une super équipe derrière. Hein. Voilà, donc c'est ça. Les difficultés, c'est le manque d'informations. C'est ce que, en opposition à ce que dit mon collègue, on a le soir, par exemple, on dit une petite réunion, on dit tiens, on devrait faire ça. Le lendemain, on fait, sans consulter qui que ce soit. On faisait, sans consulter qui que ce soit. Notamment pour le fleurissement. On avait un fleurissement extraordinaire sur la commune avec des géraniums qui étaient magnifiques. Et d'un seul coup, on décide de passer au fleurissement durable avec la gestion différenciée. Donc la première année, je peux vous dire que ce n'est pas du tout pareil, c'est moins spectaculaire, mais maintenant les gens sont ravis, puisque d'abord,
tout le village est transformé, tout est arboré, en fait, tout ça. Mais au début, le cimetière, par exemple, alors là, sacré par excellence, le fait d'un seul coup de laisser pousser l'herbe et tout, je peux vous dire que j'ai reçu des lettres. Voilà, il fallait avoir des convictions pour tenir bon. Et maintenant, ils sont très satisfaits parce qu'au contraire, c'est plus propice à la méditation, au recueillement, quoi. Voilà. Le mot de la fin, quel serait-il pour vous si vous aviez un message à adresser aux professionnels et aux élus surtout qui nous regardent? Oh ben, de s'engager dans une démarche de revitalisation, de dynamisation de leur bourg. Moi, je peux parler qu'au niveau d'une petite commune, parce que une grosse commune, je pense que c'est encore beaucoup plus difficile. Disons que déterminer, c'est-à-dire d'abord faire un bon diagnostic, avoir une vision de son petit village, même si c'est un petit village à 20 ans. Moi, c'est ce que j'avais, une vision d'un village où les gens pouvaient trouver les produits et les services de première nécessité. Et je pense qu'on y arrive parce que tout à l'heure, on n'a pas l'a abordé, mais on a une école Montessori, on a un collège Montessori, on a une école de musique, on a une école de Wing Chun, c'est-à-dire du Kung Fu, un cabinet médical, une tiers-lieu, une Repair Café, on va avoir une ressourcerie. Enfin, voilà. Donc, tous ces trucs-là, dans une petite commune, c'était exclu d'y penser même à un moment. Maintenant, c'est formidable, quoi. Voilà. Merci, monsieur Chevalier, pour ça. Rapidement, monsieur Breillat, les difficultés d'hier, difficultés d'aujourd'hui. Sur le projet, difficulté d'hier, faire adhérer au projet. C'est compliqué quand vous êtes dans une commune qui a subi un long déclin, de remobiliser une partie de la population autour d'un avenir partagé et donc de faire partager même la vision d'avenir tout simplement. Il y a des gens qui étaient, des personnes, des habitants qui étaient dans une forme de désenchantement, qui pensaient que rien ne pouvait changer. Donc, la première des difficultés, je pense, c'est celle-là, avec les signaux, voilà, c'est de rassembler tout le monde autour du projet. Ça, c'était les difficultés d'hier. Les difficultés d'aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des projets concrètement pour montrer que le diagnostic de revitalisation de Centre-Bourg, ce n'est pas la lubie du maire ou de l'équipe municipale, c'est un projet dans lequel tout le monde doit pouvoir prendre sa place et que la vision partagée dont on a rêvé au départ, elle se traduit aujourd'hui par la participation aussi à un certain nombre d'actions de remobilisation de la population sur les projets de participation citoyenne notamment. Et donc d'articuler ça c'est le terrain, avec une vision plus techno, plus experte, qui est celle des relations qu'on a avec les partenaires. Même si je dois dire aujourd'hui, on parle souvent des instances formelles de revitalisation, les comités de pilotage, les comités techniques, ils sont évidemment très importants. Mais ce qu'on a réussi aujourd'hui, je pense, collectivement à construire avec l'ensemble des partenaires, c'est aussi tous ces liens informels entre nous. C'est-à-dire que là où auparavant, on aurait peut-être envoyé des dossiers, des requêtes écrites, aujourd'hui, on se passe un coup de téléphone. Et on sait si on peut, avec le partenaire, aller dans cette voie immédiatement, si c'est opportun ou pas. Et donc, ça fluidifie quand même beaucoup aussi les démarches qui sont les nôtres. On sait aujourd'hui, quand on est sollicité, c'est parce que derrière, on va avoir des engagements réels et donc des actions concrètes qui vont se conduire. Très bien. Et puis, message de la fin que vous pouvez adresser, enfin de la fin. On a quelques questions après. Alors, on n'est qu'au début de la revitalisation, donc ce n'est pas le message de la fin, là. Le message, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment être… D'abord, il faut avoir une ambition pour son territoire. Je pense que quelle que soit la taille de la commune, ce que peuvent porter les élus, c'est ça. C'est quelle est la vision de la commune dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On est vraiment dans la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la définition d'un cap. Et donc, il faut être ambitieux sur le cap. Il ne faut pas rêver modeste. Ça, je pense que ça, c'est très important. Ensuite, il faut être persévérant parce que on est amené en permanence à affronter aussi un certain nombre de difficultés, sont d'ordre technique, sont d'ordre normatif, et puis on est dans un champ qui évolue. Moi, en 2014, ma commune était dans une zone où il n'y avait aucune politique publique dédiée aux communes de 3200 habitants. Aujourd'hui, on a contractualisé avec la région sur un appel à manifestation d'intérêt, avec le département sur Petite Ville d'équilibre, avec l'État sur l'opération de revitalisation des territoires, avec la Caisse des dépôts et consignations sur la revitalisation de Centre-Bourg. Bref, on voit qu'aujourd'hui, finalement, entre le moment où on a lancé le projet et puis l'étape dans laquelle on est, j'allais dire qu'aujourd'hui, tout le monde quasiment s'intéresse à des communes de notre strate, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années. Donc, il faut être persévérant. On a construit tout ça d'une certaine façon en faisant un pari.
Le pari, c'était que ça déboucherait sur quelque chose et il fallait faire ce pari, je pense. Les choses changent. Oui, les choses changent et puis on est aussi créateur de ces changements. À partir du moment où l'ingénierie est de qualité, la gouvernance est partagée et qu'il y a une vraie volonté qui s'exprime au local, je pense qu'un certain nombre de partenaires reconnaissent que c'est là aussi peut-être en termes de levier qu'il faut aller pour travailler tous ensemble. Très bien, bien. Merci beaucoup à tous les deux pour… On va être éligible à la démarche écoquartier, puisqu'on a les services de l'État qui viennent, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pour valider notre candidature à écoquartier. Voilà, pour un petit village, c'est pas mal. les projets qui continuent, qui ne s'arrêtent pas à Saint-Pierre-de-Frugy. Colline, je te laisse poursuivre avec quelques questions qui viennent des participants qui ont été données par écrit. Oui, donc du coup, on va d'abord commencer par les questions aux deux témoins et après, je demanderai aux premiers intervenants de revenir pour des questions d'ordre plus financier et d'aide sur les projets. Donc, premièrement, il y avait une question sur le fait que les témoignages des maires, vous avez peu parlé finalement des professionnels qui s'engageaient dans la démarche, que vous avez recruté pour animer la démarche. Quelle a été finalement la ressource clé pour s'engager dans une telle démarche? Qui c'est qui veut commencer? Mais nous, personne, voilà, tout simplement. C'est nous, tout simplement. Voilà. Alors, les professionnels, c'était d'abord les professionnels des collectivités, c'est-à-dire les techniciens des services des collectivités qui ont participé au comité de pilotage. C'est ensuite l'ingénierie externe qu'on a réussi à financer avec l'ensemble des partenaires. En l'occurrence, nous avions, suite à un appel d'offres, retenu la société d'économie mixte Incité et Flavien Bézy, urbaniste, ce qui s'est avéré un choix particulièrement judicieux si j'en juge à la qualité de ce qui a été restitué. Et puis dans la phase de déploiement, c'est le recrutement, je le disais tout à l'heure, d'une personne spécialisée sur les thématiques de revitalisation, qui a une formation aussi d'urbaniste et qui nous appuie en permanence. Vous voyez, ça a été à la fois l'ingénierie interne des collectivités et des partenaires au début, l'ingénierie externe dans le cadre d'une passation d'un marché pour le diagnostic de revitalisation de Centre-Bourg. Et puis désormais, c'est une part d'ingénierie intégrée à la collectivité qui nous permet de déployer. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur le logement, l'habitat. Et on nous voit toujours, Nicolas, c'est bon? Mais on nous entend? Super. Très bien. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de questions sur le logement et l'habitat. Donc, il y avait une question sur la priorité. Est-ce qu'elle va plutôt à la création ou à la rénovation? Et comment on parvient aussi à motiver, à convaincre les propriétaires d'immeubles vacants ou de maisons fermées à l'année à vendre ou à louer? Alors, allez-y, commencez. Oui. Alors, il y a deux démarches. Dans l'impulsion de départ, on a plutôt été dans la contrainte, c'est-à-dire on a rappelé, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le règlement sanitaire départemental donne aux maires beaucoup de pouvoirs qu'on peut déjà exercer pour engager, vous voyez ce que je veux dire à travers engager, c'est-à-dire susciter fortement la mise en action, le fait que les propriétaires rentrent en action. Ça a été le point de départ. Et donc, on est venu compléter ça aussi avec la mise en place du permis de louer, avec des visites systématiques dès qu'il y a une déclaration d'intention d'aliéner sur la ville, c'est-à-dire dès qu'il y a une cession de foncier, on visite le foncier. Pour être très clair, on fait un diagnostic rapide sur l'état de ce foncier. Ça nous permet de mettre sous vigilance un certain nombre de fonciers dégradés. Et dans le diagnostic de revitalisation de Centre-Bourg, on a identifié à la parcelle, c'est très important, à la parcelle, les fonciers dégradés. Ça, c'est la démarche de départ. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on met sous contrainte, se pose aussi la question, et elle est particulièrement forte sur ma commune, comment est-ce qu'on va accompagner un certain nombre de propriétaires impécunieux, qui sont des propriétaires des démarches où on doit être en mesure aussi de fournir des réponses concrètes à ces propriétaires. Et donc, on les appuie dans le cadre d'un dispositif d'OPAH, donc opération programmée d'amélioration de l'habitat, RI ORU, qui d'ailleurs a été voté au conseil départemental sur le règlement d'intervention hier, parce que j'étais au conseil départemental hier, on l'a voté, donc dans le cadre des mesures ORT, on a un outil désormais qui nous permet d'agir sur ces fonciers. Et puis, dernier élément,
Et je crois que c'est aussi très important. Vous imaginez que dans une commune de 3200 habitants, même si on a envie de préempter, il est parfois compliqué pour la commune de préempter sur budget municipal. Mon collègue voit de quoi je veux parler. Et donc, on est adossé, et c'est très, très important pour nous, à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui a ouvert une ligne d'1,2 million qui permet de préempter. On a commencé avec une démarche par îlot dégradé à préempter. Il y a notamment un îlot de centre-ville particulièrement emblématique du déclin de la ville et particulièrement visible de la route départementale, qui est une route très fréquentée, sur laquelle on avait 4 immeubles à préempter. On en a préempté 3 aujourd'hui, donc il ne nous en reste plus qu'un avant d'engager des démarches. Donc c'est à la fois l'utilisation des pouvoirs de police, la pression sur les propriétaires, les aides aussi qu'on peut mettre en œuvre, y compris d'ailleurs sur la partie activité commerciale. Parce que du coup, la communauté de communes a aussi mis en place sur les repreneurs de commerce des aides spécifiques, soit pour les appuyer dans la prise sur le droit à bail, donc les appuyer sur la prise en compte du loyer, soit pour les travaux, soit pour la modernisation de l'appareil productif. Donc vous voyez que tout ça est cohérent et trouve sa place. La démarche aussi est bien sûr complètement différente, puisque c'était pour répondre à une demande. Nous, les gens qui viennent chez nous, qui s'installent, ce sont des nouveaux. Donc, ils achètent et ils rénovent, voilà, obligatoirement. Donc, on n'a pas eu ce besoin d'intervenir, si ce n'est maintenant, il y a les dispositifs de rénovation pour les habitants, mais pour les nouveaux arrivants, ils y ont également droit s'ils veulent, mais généralement, ils avaient un projet déjà de transformation. Par contre, on a eu, je suis comme mon collègue, j'ai un cahier dans lequel j'ai toutes les parcelles constructibles et toutes les maisons qui sont potentiellement vendables. Voilà. Je l'ai tout le temps sur moi. Quand les nouveaux arrivants, parce qu'ils passent toujours par la commune, ils envoient un mail, je voudrais m'installer, je voudrais du terrain, je voudrais une maison. Je suis incapable de leur répondre et éventuellement de leur aider dans leur transaction. Comme ça, il n'y a pas d'inflation, il n'y a rien du tout. Donc, je continue à chaque fois. Donc, il y a eu beaucoup de déblocage grâce à moi parce que les personnes ne voulaient pas vendre, ils voulaient le garder. Donc, je suis intervenu et petit à petit, ça s'est passé comme ça. Par contre, maintenant qu'on n'a vraiment plus rien, on a donc ce projet d'écolotissement. Il y a une parcelle qui fait 3 hectares 200, dont la moitié est constructible. Le propriétaire voulait faire un lotissement. Alors, on a eu peur, un lotissement dans ce truc-là. Je l'ai appelé, je dis, est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'il avait fait faire un découpage par géomètre, c'était saucissonné, c'était complètement à l'envers de ce que l'on souhaitait, nous, où tout le monde doit avoir sa part du paysage, du soleil, etc. etc. Donc, il nous a dit, mais je vous vends. Donc, c'est là qu'on a appris que l'établissement public foncier pouvait intervenir en Dordogne aussi. On les a contactés, ils sont venus, ils nous ont dit, OK, pas de problème. On s'est lancé dans cette démarche et l'arrivée là-dessus, ce que l'on vit actuellement. Et maintenant, ce que j'ai appelé, parce que je voyais que ça traînait, il m'a dit non, ce n'est pas assez ambitieux comme programme. Donc, on a été très étonnés de voir que. Donc, j'ai insisté. Apparemment, je ne sais pas encore, je n'ai pas la réponse officielle. Donc, s'ils ne le font pas, on va le faire de façon différente, puisque je crois qu'il y a une nouvelle disposition qui se met en place, c'est avec le Massif central, c'est Villages vivants. Donc, eux, ils peuvent également nous aider à porter. On ne veut pas qu'ils nous payent le truc, on veut qu'ils nous aident à porter. Hein. C'est-à-dire, ils vous financent pendant 5 ans et vous remboursez au bout de 5 ans. Donc, pour nous, c'est ça. C'est une avance, puisqu'on va faire là-dessus 14 logements qui sont prévendus. Je lui ai envoyé la preuve, hein, on a des retenues et tout. Mais, donc, on a une difficulté avec le péage, parce qu'on est peut-être trop petit. Il y a souvent comme l'opération Cœur du village, on nous a répondu, le préfet m'a répondu qu'on était trop petit. On n'est pas on n'est pas village. Voilà. Donc on se débrouille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est obligé de se débrouiller. À chaque fois, on se débrouille. Et on trouve, hein, de toute façon, on y arrive. Hein. Moi, je vous remercie à tous les deux, messieurs les maires. Et on va juste, pour pouvoir poser les questions aux premiers intervenants, switcher pour ne pas être trop sur le plateau, notre super plateau. Hop, je vous récupère le micro. Si vous pouvez revenir. Oui, s'il vous plaît. Oui.
Vous pouvez revenir, oui. Je laisse un micro. Merci. Et les autres. Oui. Alors, il y a eu pas mal de questions sur justement les appels à projets et sur les aides. Donc d'abord, c'était quelles aides étaient possibles par rapport à l'appel à projet Centre-Bourg de la revitalisation et quel lien il y avait avec Petite Ville de demain, quelles possibilités pour relier des centres-bourgs complémentaires avec la ville-centre. Je vous laisse répondre. Alors, je vais commencer sur l'appel à projet, après la manifestation d'intérêt centre-ville, centre-bourg. Il y a effectivement un certain nombre d'aides possibles, mais et sans faire une réponse en essayant d'être le plus clair possible, ça dépend des projets qu'il peut y avoir. Parce que nous pouvons avoir une aide en termes d'ingénierie, d'accompagnement sur l'ingénierie, en complémentarité de la Banque des territoires ou bien dans certains cas de l'État, et puis une aide directe sur un certain nombre de projets, mais effectivement, ça dépend des projets. Il faut que les projets nous soient proposés et ensuite on adapte les aides directes. Alors, tout va, enfin, encore une fois, tout va dépendre je dirais, du périmètre d'intervention que l'on va avoir. Très clairement, pour Action Cœur de Ville, la question est réglée, 22 communes en Nouvelle-Aquitaine, mais ce n'est pas l'enjeu, je dirais, que nous avons vécu à travers les excellentes interventions des deux élus, qui sont dans des communes de taille inférieure, mais qui ont des problématiques de fonctionnement du bassin de vie, qui est quand même un des sujets majeurs des élus de communes de taille inférieure. Si on se parle de Centre-Bourg, et pour faire l'articulation avec Petite Ville de demain, programme régional de 2019, programme national de 2020, nous, dans ce sujet-là, notre intervention, c'est de mettre à disposition des communes lauréates, et en Nouvelle-Aquitaine, selon le programme national, qui est coordonné avec l'initiative régionale, il y aura 127 communes qui seront au total éligibles, dont une quarantaine au titre de la région Nouvelle-Aquitaine. Et notre rôle, par voie de cofinancement, dans le cadre d'une convention que nous passons avec la région et que nous avons passé également avec les départements, tout en étant je dirais, en coordination avec la NCT, qui agit aussi dans ce domaine-là, notre rôle sera de rechercher les meilleurs moyens possibles pour permettre aux équipes municipales de faire tout ce travail qui a été évoqué notamment par Jacques Breillat tout à l'heure, c'est-à-dire d'où on vient, vers quoi on va, en essayant de se donner des objectifs atteignables, c'est-à-dire pas faire un format de révolution permanente, essayer de se dire, voilà les 4 ou 5 axes sur lesquels on veut travailler. Est-ce que c'est le sujet, c'est les commerces? Est-ce que le sujet, c'est le logement? Est-ce que le sujet, c'est le téléphone qui sonne? Oui, c'est ça, mais ça s'arrête. Non, excusez-moi, la mobilité, l'accès aux services publics. Voilà. Essayons d'être concrets là-dessus, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Étayons ça par des analyses qui permettent de valider les hypothèses et ensuite, regardons les modèles de financement qui pourront être recherchés de la part de l'ensemble des parties prenantes, État dans le cadre du plan de relance, mais aussi des ETR ou des CIL de façon ordinaire, la région par moyen de subvention, la Banque des territoires également dans le cadre de ses capacités d'ingénierie, mais également de prêts et d'investissement. Et cet ensemble est apporté à disposition des élus pour qu'ils fassent leur choix et ensuite essayent de retenir les quelques opérations qui pourront faire bouger les lignes. Parce que l'important, et je le redis à tous les élus, c'est qu'à la fin des fins, il faut qu'on ait de la visibilité sur ce qui a changé. On n'a pas de prise sur tout ce qui se passe. Très clairement, on n'a pas recherché les effets combinés d'un certain nombre de crises que nous vivons tous. Mais essayer de se donner des objectifs concrets et essayer de se dire, voilà sur quoi on va essayer de réussir et faire en sorte, évidemment, que des élus qui sont parfois débordés par l'ampleur des phénomènes ne se retrouvent pas isolés face à ceci et qu'ils puissent avoir un véritable réseau de partenariats à partir de ce qu'on vient d'évoquer.
Peut-être un petit complément pour bien indiquer à chaque territoire et à tous les élus, les maires ou présidents de communautés de communes, c'est que personne ne sera laissé, enfin, on va être partenaire de chaque petite collectivité. Il y aura une solution pour chacun. En fait, c'est sans doute le message le plus important que nous pouvons faire passer sur les acteurs. Bien, les acteurs, ils sont effectivement divers, ils sont nombreux, mais ils sont aussi les premiers peut-être. Ce sont les collectivités, ce sont ceux qui accompagnent sur le territoire dans le cadre des contrats de territoire, les élus, certaines personnes qui peuvent vous aider, qui sont financées par la région. Oui, simplement un petit mot effectivement sur ce programme Petite Ville de demain qui vient d'être lancé, pour dire que c'est un programme donc, qui fait l'objet d'investissements massifs, donc il y aura des moyens, on le disait tout à l'heure, les moyens seront très importants, mais tout n'est pas dans la question des moyens. Ce qui est important, c'est de développer un projet de territoire, on l'a dit et redit, mais c'est tellement important. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut lancer une réflexion pour développer une stratégie. Et là, un projet de territoire, c'est un projet qui est éminemment politique, qui relève de la compétence des élus et a priori, bien entendu, de la compétence de vous, mesdames et messieurs les maires. Ce que je voulais dire aussi sur ce programme qui permet d'aider les communes qui constituent des petites centralités, qui constituent l'ossature de notre territoire, mais qui en même temps souffrent d'une forme de déprise d'une certaine manière. Eh bien, l'idée, c'est d'avancer collectivement sur cette revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, et pour ça, donc, il y a de nombreux partenaires. Je me mets à la place de vous, mesdames et messieurs les élus, c'est pas forcément simple de trouver de la visibilité. Les témoignages tout à l'heure de monsieur le maire de Castillon, de monsieur le maire également de Saint-Pierre-de-Fougé également le démontraient. À un moment donné, il faut arriver à s'organiser, établir un diagnostic par des études certainement, qui permettent, avec une vision intégrée, qui croise les questions de logement, de commerce, d'équipement, et bien déjà d'avoir un regard sur le fonctionnement de son propre territoire communal, en ayant un regard bien entendu sur ce qui entoure son territoire communal. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à trouver une visibilité dans ce panel de partenaires qui s'offrent à vous. L'État, bien entendu, est à vos côtés. Il y a l'Agence nationale de la cohésion des territoires avec leur délégué territorial, c'est le préfet de département qui est amené à vous accompagner sur ces sujets-là. Mais il y a bien entendu tous les autres partenaires et au premier chef desquels, ceux qui sont ici présents, donc le Conseil régional, bien entendu, et la Banque des territoires. C'est important de dire et de redire que l'État, la Banque des territoires et le Conseil régional œuvrent ensemble pour les territoires et pour les élus. C'est vrai que les partenaires sont nombreux, il faut arriver à s'organiser pour être complémentaires et pour que les élus justement trouvent un peu de visibilité sur ce que l'on peut apporter en moyens, mais en accompagnement aussi humain, parce que les sous ne suffisent pas. À un moment donné, il faut aussi développer un projet. Un projet, ce sont des hommes. Je vous remercie pour ces réponses. Pour toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, il y aura des réponses qui seront faites par écrit, qu'on traitera nous-mêmes et qu'on vous renverra, notamment les questions qui nous ont été posées sur le centre de ressources. Et pour clôturer, je vais rappeler Nicolas pour faire une petite conclusion des propos qui ont été tenus. Merci à vous, merci à tout le monde pour ce premier webinaire sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui s'intègre dans le cadre d'un cycle d'au moins 3 webinaires sur le dernier semestre de l'année 2020. Merci aussi à nos 2 témoins. Juste pour vous dire qu'en vous écoutant, si on a eu droit à 2 témoignages très différents, certains points sont quand même beaucoup revenus. Le fait qu'on s'inscrit là sur un projet de long terme où il faut nécessairement toucher à toutes les thématiques, à l'habitat, au commerce, on l'a dit, au patrimoine, aux mobilités. Également pour souligner le fait que vous avez tous les 2 sollicité un grand nombre de partenaires, un grand nombre de structures, et que finalement c'est bien le fait que l'ensemble de ces dispositifs et l'ensemble de ces leviers qui permettent de se compléter et qui permettent aussi d'avancer. Enfin, je tenais à souligner aussi
qu'on lisait entre les lignes l'importance qu'ont les maires et les élus locaux pour porter ce type de projet. Et Monsieur Bréa concluait aussi tout à l'heure en disant qu'il fallait être ambitieux et persévérant. Sur ces mots, je vous propose de conclure. On a déjà débordé sur le temps qui nous était imparti. Je vous donne rendez-vous le 26 novembre prochain pour le prochain webinaire. Nous allons revenir vers vous avec pas mal de ressources, des vidéos et aussi la retransmission de ce webinaire que vous pourrez revoir ou en tous les cas diffuser à d'autres personnes qui n'auraient pas eu la possibilité d'y assister. Certains d'entre vous assistent